Donc, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce numéro de Voix de pionnier du mois de juin qui fête nos 4 ans et demi. Donc, pour cet anniversaire, nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui un nouveau témoin. Donc, je vais prendre la présentation pour vous représenter pour les nouveaux Voix de pionnier. Donc, Voix de pionnier, c'est un rendez-vous mensuel, donc il y a 4 ans et demi aujourd'hui, autour d'une dirigeante ou d'un dirigeant qui a fait le choix d'entreprendre différemment, en portant la conviction que la transition écologique, c'est-à-dire au sens lien au vivant, humain et non humain, passe par la transition économique. Donc ce matin, nous accueillons Thierry Sustard des Hauts-de-France avec Maxime Salé du club Noé, avec qui nous allons animer ce temps de Voix de pionnier. Donc, Voix de pionnier, ce- cette rencontre mensuelle en webinaire pour pouvoir découvrir ces trajectoires de dirigeants-dirigeantes. Le mode de fonctionnement de Voix de pionnier est assez simple. On va être ensemble jusqu'à 10 heures avec une bonne heure d'échange avec Thierry. La place sera donnée évidemment aux questions au travers du chat, mais on vous proposera d'ouvrir vos micros pour poser les questions pour rendre la séquence le plus dynamique possible. En attendant, on vous propose de fermer vos micros pour ne pas être pollué par les petits bruits de fond, de bien renommer votre petite vignette, car il est plus simple pour nous de vous interpeller par vos prénoms et vos noms. Et ça rend la démarche aussi plus humaine. Et puis, dans la mesure du possible, si vous pouvez avoir votre caméra pour qu'on puisse parler à des individus et pas à des écrans noirs, c'est plus confortable pour tout le monde. Donc, je vais passer la parole à Maxime qui va animer cette rencontre. Moi, je vous retrouverai tout à l'heure pour la conclusion. Merci Céline. Maxime, à toi. Oui, donc Maxime Salé, animateur du club Noé, c'est le club des Hauts-de-France. Vous savez qu'il y a plusieurs clubs partout en France et même un peu à l'international maintenant qui, euh, qui animent, qui accompagnent tous ces enjeux relatifs à l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Et donc Thierry Sustard, avec qui je vais laisser la parole juste après, est un adhérent du club Noé. Thierry, c'est le directeur commercial de Opaline. Et Opaline, c'est une solution numérique de gestion de palettes. Euh, la gestion des palettes, c'est pas une petite question. Déjà, pour l'introduire telle quelle, c'est que c'est une question qui a du poids, un poids économique. Bah, quand on les perd, il s'agit de les remplacer, de les faire reconstruire. Il y a un poids environnemental aussi. Parce qu'en fait c'est du bois et si indéfiniment on reproduit des palettes parce qu'on gère pas bien la fluidité de ces palettes, bah ça a un poids en effet économique, environnemental, etc. Pour reprendre un petit peu ce que me disait Thierry, simplement en guise d'introduction, parce que le plus important que vous allez voir, c'est pas la plateforme et son impact, c'est aussi et surtout le travail qui est nécessaire au-delà de la plateforme, un travail d'animation de la coopération. C'est aussi l'accroche avec laquelle on vous réunit, hein, l'animation de la coopération comme levier de développement économique. Et donc cette histoire de palette, elle est assez conséquente dans le sens où un industriel, on va dire de belle envergure pour reprendre tes mots Thierry, il utilise en moyenne plusieurs centaines de milliers de palettes et sur des gros industriels, surtout si on considère leur écosystème, c'est des millions de palettes. Et Thierry, tu nous disais qu'il y en avait 10 à 15% qu'on perdait. Donc vous voyez que c'est une plateforme qui trouve pertinence, qui est utile pour des enjeux économiques et puis environnementaux encore une fois. Euh, et pour autant, et c'est là-dessus où Thierry, je vais essayer de pouvoir animer ton témoignage, c'est qu'en fait, il y a tout un travail qui est venu être interrogé par le prisme de l'économie, de la fonctionnalité, de la coopération, à savoir que la plateforme, en fait, elle suffit pas en soi, puisque la plateforme, pour qu'elle soit pertinente pour un industriel, pour un quai, pour un logisticien, etc., il faut qu'elle soit aussi mobilisée par ses parties prenantes, puisque c'est toute une chaîne logistique qui est engagée dans le processus, sauf que bah, la coopération, et ça dans le FC, c'est un peu une sorte de slogan. La coopération, ça se décrète pas, c'est un travail.
Et ce travail-là, aujourd'hui, l'idée, c'est que tu nous en parles, Thierry. Alors, est-ce que tu peux présenter un peu plus précisément, aussi dans sa singularité, la solution Opaline? Je sais Ouais. que tu es dans ta salle de réunion commerciale avec ta belle bannière, donc c'est d'autant plus pertinent. Je te laisse la C'est parole. l'occasion. Ouais, c'est l'occasion. Merci Maxime. Bonjour à tous. Donc, je suis Thierry. Effectivement, je suis en charge pour Opaline de toute la partie commerciale et marketing. Et puis, je suis un des directeurs associés d'Opaline également. On a été créé en 2012. On est basé à Lille et on est reconnu sur le marché comme un éditeur de solutions logicielles. On s'adresse à une niche marché dans la supply chain qui est la gestion des emballages. Quand on parle supply chain, ça veut dire que nous, on adresse principalement des industriels, des transporteurs, des logisticiens. Tout l'écosystème supply chain, ça, ce sont les clients qu'Opaline adresse au quotidien et majoritairement en entrant par le prisme des industriels. On a la chance de compter, donc je vous dis, on a été créé en 2012, on est encore une jeune société. On se considère encore un peu comme une start-up, même si sur le plan officiel, on ne l'est plus. Mais on a la chance, en fait, malgré la petite taille de l'entreprise, d'adresser des industriels d'envergure nationale, voire internationale. Et tous les clients dont on sera peut-être amené à parler là au cours de mon témoignage, bah, pour chacun de ces clients, ce n'est pas une petite partie de leurs activités qu'on pilote, c'est 100% de leur flux. Donc, on est une toute petite boîte, on est 10 salariés. Une partie de nos salariés sur de l'activité développement informatique, du commercial et puis du support client, et ce qui sera la clé notamment du témoignage là ce matin, toute la partie interface client. Et donc, malgré la taille de notre entreprise, on adresse des groupes internationaux, nationaux, donc ce qu'on appelle nous des industriels ou dans notre jargon plus vulgairement des chargeurs. Donc, ce sont des gens qui chargent de la marchandise dans des camions. Principalement, ceux avec lesquels on travaille, c'est des industriels de l'agroalimentaire. Donc, c'est Danone, c'est moi, c'est Ferrero, Galliance, Laberry, tout un tas de grandes marques qui sont connues des consommateurs. Et puis, on adresse aussi des distributeurs, plutôt des distributeurs spécialisés, euh, Decathlon, Leroy Merlin, Boulanger, Cultura, Point P, tous ces distributeurs-là, pour 100% de leur flux de gestion des emballages, utilisent Opaline. Donc, qu'est-ce que c'est Opaline? En fait, c'est une plateforme en mode SaaS. Le mode SaaS, c'est un mode d'abonnement à des solutions digitales en ligne. C'est une plateforme en mode SaaS qui permet d'optimiser la gestion des supports de manutention. Et quand on parle de support de manutention, eh bien, on parle de ces fameuses palettes en bois qui sont glissées sous les marchandises des industriels dont je viens de vous parler, qui vendent leurs produits en grande distribution. Donc, c'est majoritairement de la palette en bois. Ça peut être aussi de la caisse. Ça peut être de la caisse en plastique, des boîtes en plastique également. Et puis, de plus en plus, ces industriels essayent de trouver des alternatives par rapport à leurs objectifs de réduction de leur empreinte carbone. Ben, ils essayent de trouver des alternatives à la gestion de ces emballages. Le support de manutention, la palette en bois, c'est un emballage. Et donc, ils ont des obligations de réduction de leur empreinte carbone et ils essayent de trouver le moyen d'optimiser cette gestion des emballages. Et nous, c'est sur cet aspect-là qu'on intervient. On aide les industriels à optimiser la gestion de leur support de manutention en renforçant l'aspect économie circulaire dans cette gestion. Tout ça, je vous expliquerai un peu quel est l'état de l'art dans le marché et puis comment ça fonctionne. Comme le disait Maxime, les industriels dont on parlait là, c'est au minimum 1 million d'emballages expédiés par an. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de Danone, Danone, chaque année, met 1 million de palettes dans une cinquantaine de camions, au départ à peu près de 10 sites industriels, pour aller livrer les plateformes de la grande distribution pour que chacun ait ses produits Danone chez lui en consommation. Et donc, cette organisation très complexe, multi-sites d'expédition, multi-types de transporteurs, une cinquantaine de transporteurs différents avec lesquels ils travaillent pour aller livrer à peu près 150 plateformes de distribution avec ce support de palettes en bois, bah, c'est très complexe à piloter. Et l'état de l'art en France pour piloter ce genre d'activité, bah, jusqu'à présent, c'était des fichiers Excel. C'est-à-dire qu'un industriel comme Danone, il expédie 1 million de palettes au départ de 10 sites vers 50 partenaires pour livrer 150 clients.
et il essaye de gérer le nombre de palettes qu'il a expédiées, qu'il a confié au transporteur qui doit aller le livrer au distributeur. Et ben, il essaye de gérer avec des fichiers Excel qui lui en doit, qui ne lui a pas rendu, qui lui a rendu, etc., etc. Et pourquoi il essaye de faire ça? Parce qu'il y a un enjeu économique important pour lui. C'était surtout sur le prisme économique avant que les clients regardaient. Il se disait, bah, moi j'expédie 1 million de palettes. Une palette, c'est 10 euros. C'est-à-dire que j'ai 10 millions de valeurs en bois entre les mains que je consigne à 50 transporteurs pour livrer 150 clients. Et bah, si je ne les récupère pas, si je les perds, bah, c'est potentiellement 10 millions d'euros d'impact économique pour moi. Donc, ils avaient cet enjeu de se dire, bah, c'est quand même préférable que j'arrive à les tracer, à les récupérer pour pouvoir les réutiliser. C'est un peu une forme de consigne, une gestion de la consigne sur l'emballage bois. Ça, c'était leur première ambition. Et puis, quand on a créé en 2012, quand on disait à un client, bah, tu sais, il y a un fort enjeu pour toi sur la gestion de tes emballages, parce que quand tu en expédies 1 million comme ça, si tu ne les récupères pas, il y a un impact économique important pour toi que je peux te montrer. Et bah, souvent, ces clients-là, ils n'étaient pas conscients de cet enjeu. Ils nous écoutent, Thierry, t'es sympa, mais s'il y avait un enjeu sur ce sujet-là des emballages, on l'aurait identifié et puis on n'aurait pas attendu après Opaline pour l'adresser. Aujourd'hui, on n'a pas identifié ça comme un enjeu majeur. Donc à l'époque, c'était assez compliqué pour nous de convaincre les clients de l'intérêt pour eux de bien gérer leurs emballages. Il y a juste une activité où il y avait un début de conscience de cet enjeu, c'était justement les industriels dans l'agroalimentaire qui distribuaient des produits en température dirigée, tout ce qui est produits surgelés, produits frais, etc., où il faut climatiser les camions pour livrer les marchandises qui sont elles-mêmes stockées dans des frigos chez les distributeurs. Ces clients-là, ils commençaient à voir apparaître par leurs transporteurs des coûts de gestion de palettes. Le transporteur disait, écoute, moi, je veux bien gérer tes palettes, je veux bien les prendre en charge, les livrer chez Auchan, Carrefour, Lidl, et puis devoir te les ramener. Mais si tu veux que je fasse ça efficacement, bah, il faut que tu me payes un coût de service de 1 euro par palette. Donc, les industriels dans l'agroalimentaire, en 2012, commençaient un peu à se dire, bah, il y a peut-être finalement un enjeu économique parce que les transporteurs, pour qu'ils me les ramènent, ils me facturent un coût de gestion. Donc, ce sont les premiers qui ont commencé avec nous en se disant, bah oui, sur le plan économique, j'ai un intérêt quand même à faire attention à ça parce que les transporteurs, pour m'apporter ce service de restitution des palettes, ils me le facturent. Mais c'était le seul enjeu qu'ils avaient à peu près identifié. Et du coup, ce qu'on leur a appris à faire, c'est de prendre conscience de l'enjeu auquel ils étaient, de l'enjeu qu'il pouvait y avoir pour eux sur la gestion des emballages. Comme je vous le disais, Danone, c'est 1 million de palettes expédiées par an. Ce principe très siloté de Danone qui gère dans des fichiers Excel de son côté, les 50 transporteurs qui gèrent chacun dans des fichiers Excel combien de palettes ils ont chargées dans les usines de Danone, les distributeurs qui géraient aussi dans des fichiers Excel combien de palettes je dois à Danone qui m'a livré des marchandises le mois dernier. Toute cette gestion très silotée, elle engendre des pertes qu'on a pu vérifier depuis à chaque fois, de l'ordre au minimum de 10 à 15% des quantités expédiées. C'est-à-dire qu'un industriel, quand il gère autant d'emballages avec autant de partenaires, s'il reste en mode silo, gestion de la donnée chacun de son côté, ben, il perd à peu près 15% de ses emballages. Ça veut dire que pour 1 million de palettes expédiées, il en perd à peu près 100 000 à 10 euros la palette. Ça veut dire que pour 1 million d'emballages expédiés, il a 1 million d'euros de pertes. Donc, quand on a commencé à leur expliquer ça, souvent on les voyait regarder un peu en l'air. Là, je ne sais plus comment on appelle ça, cette technique de. En vente, quand on voit un interlocuteur qui regarde comme ça en l'air au plafond, c'est parce qu'il se projette. Et puis, il est interpellé, il se dit, mais c'est vrai en fait. Si j'en perds 100 000 à 10 euros la palette, c'est quand même 1 million d'euros. Ce n'est pas négligeable quand même comme enjeu. Donc déjà, première prise de conscience. Ensuite, on lui a dit, puis c'est simple, en plus, à chaque fois que tu perds 100 000 palettes, tu défriches 12 hectares de forêt. Donc accessoirement, pour ton côté vertueux sur ton empreinte carbone, bah, c'est quand même pas super vertueux. Autant que tu les récupères mieux pour éviter de défricher à nouveau du bois pour fabriquer de nouvelles palettes. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à, à évangéliser un peu le marché. Au début, on a beaucoup prêché dans le désert, c'est souvent une expression que je reprends. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, on a eu une écoute des industriels pour se dire, OK, il y a un enjeu environnemental certain, il y a un enjeu économique majeur, et donc ce sont des sujets
dont il faut que je me préoccupe. Et du coup, la clé de ce mode de gestion d'emballage, alors peut-être ce que je peux dire aussi au passage, c'est que une palette Europe qui est utilisée par Danone et livrée chez Auchan ou Carrefour, bah, il y a une autre palette Europe qui est utilisée par McCain, livrée chez le même Auchan et Carrefour. Et du coup, la palette Europe, ça devient une devise. C'est un peu comme un billet de banque. Je vois Didier avec sa belle guitare derrière lui sur son mur. Du coup, je t'interpelle, Didier, je suis désolé, mais c'est vrai que c'est attirant là, avec cette guitare. Quand Didier il consomme un billet de 20 euros, eh bien, chez un commerçant, et puis qu'il va retirer de l'argent à la banque ou que le commerçant lui rende la monnaie, ben, il va peut-être lui rendre le billet de 10 euros de Céline, qui est allée chez le même commerçant quelques minutes avant, ou d'Edwige. C'est pas son billet qu'il va récupérer, c'est un billet de 20 euros. C'est comment, un asset qui est un équivalent de 20 euros, peu importe que ce soit le billet de Didier, le billet de Céline ou le billet d'Edwige. C'est un principe d'échange. Bah, pour la palette Europe, c'est pareil. On a à peu près 600 millions de palettes Europe qui circulent en Europe. Et dans ces 600 millions de palettes, bah, il y a ce principe d'échange. Le million de palettes que Danone a expédié, bah, dans ce qu'il demande à récupérer, il en récupère une partie qui vient de Ferrero, une partie qui vient de Semois, une partie qui vient de la Berry. Ce ne sont pas ses palettes à lui estampillées Danone, c'est l'équivalent d'une palette à 10 euros, comme on peut le trouver sur un billet de banque. Donc ça, c'est aussi important. C'est-à-dire qu'il y a tous ces flux-là de 600 millions de palettes. Bah, c'est en fait un asset universel qui est utilisé par tous les industriels, tous les transporteurs et tous les distributeurs. Et jusqu'alors, bah, ils avaient une gestion très silotée. C'était moi avec mes palettes, mes partenaires, mes clients. Et puis, ils étaient dans une vision comme ça très, très unilatérale, en fait. OK? Donc, en fait, ce qu'on a compris, nous, quand on a lancé Opaline, c'est que la clé pour la performance dans la gestion de ces palettes en économie circulaire, la clé, c'était de rompre avec le silo au profit d'une gestion collaborative. C'est-à-dire qu'on a vite compris que, en fait, et c'est comme ça qu'on a bâti l'offre, c'est pour ça qu'on a fait du mode SaaS, c'est parce qu'on s'est dit, OK, le mode SaaS, ça va être une plateforme web disponible pour Danone, mais aussi pour ses partenaires, ses transporteurs, pour pouvoir partager une donnée en commun sur cette plateforme Opaline et puis éventuellement inviter aussi les clients à partager la donnée sur Opaline. En fait, on réconcilie tout cet écosystème très siloté sur une plateforme de partage d'informations unique autour des flux. Donc, ce qu'on a fait, c'est que à chaque fois que Danone désormais charge des palettes dans un transporteur, bah, plutôt que d'attendre la fin du mois comme c'était le cas avant, et puis de faire à la fin du mois son export de son fichier Excel pour dire au transporteur, bah voilà, cher transporteur, ce mois-ci, tu as chargé 10 fois par jour au départ de mes différents entrepôts. Donc, tu as chargé 200 camions sur le mois. Et puis, au total, du coup, on met à peu près 30 palettes dans un camion. Donc, tu me dois 6000 palettes à la fin du mois. Et le transporteur, il regardait dans son fichier Excel de son côté. Et puis, il disait, bah, OK, c'est bien 6000. Ça va, on est d'accord. Bah, du coup, je sais que c'est ce que je te dois. Et puis, si il trouvait un désaccord, et c'est souvent ce qu'il faisait, hein, le transporteur, il faisait tout pour diminuer la dette vis-à-vis de Danone. Bah, il disait, écoute, c'est pas 6000 palettes que je te dois parce que il y a 30 jours, le premier du mois, tu as indiqué dans ton fichier Excel que tu m'as chargé 33 palettes. Et regarde, j'ai la preuve sur mes documents, mon contrat de transport. Je t'en ai pas chargé 33, je t'en ai chargé que 30. Donc, tu vois, tes données de récap du mois, bah, moi, je ne suis pas OK avec ces données-là. Je ne suis pas d'accord avec toi. Et puis, du coup, tu vas me faire la preuve dans le détail de tout ce que je te dois pour que j'accepte éventuellement de te les restituer. Mm. Vous voyez, cette gestion très silotée, chacun l'a donné de son côté, ça a engendré des dysfonctionnements importants dans la gestion des échanges entre l'industriel et puis ses transporteurs. Et Donc, en Thierry, fait, ah pardon, je vas-y, voudrais pas te continue. couper. C'était juste pour suivre les échanges. Ce que j'entends dans ce que tu viens de dire précisément, avant de passer à la suite, c'est qu'il y a eu aux prémices du projet un travail de pédagogie, de projection, d'identification et de révélation pour tes interlocuteurs, bah, des enjeux qui sont les leurs autour de cette gestion des palettes, mais en fait pour lesquels on se pose pas forcément la question, j'ai envie de dire parce que c'est comme ça.
La logique industrielle, d'ailleurs, en général, dans plein d'autres trajectoires d'adhérents au Club Noé et dans les autres clubs, bon, bah, auparavant, on fonctionnait comme ça parce que c'est comme ça. Pour autant, essayer de désiloter des organisations. Parce que c'est aussi comme ça que tu le formalises, mine de rien. Désiloter des organisations, ça suppose quoi? Bah, on met à disposition la plateforme et puis c'est gagné, c'est tout. On se met dans le hamac et ça fonctionne tout seul. Euh, il y a des événements, et c'est là où je voulais essayer de te faire rebondir, des situations qui ont rendu un petit peu, j'ai envie de dire, nécessaire tout ce travail d'animation de la coopération, tout ce travail aussi de médiation. C'est ce que tu discutais beaucoup avec nous en préparant cette session. Il y a tout un travail de médiation qui est fait pour justement animer cette coopération entre tous ces acteurs de la chaîne logistique, les quais, les transporteurs, tous ces industriels, petits et gros, etc. Et ces situations, en tout cas, je me rappelle d'une, du coup, c'est entre autres, bien sûr, il y a eu au Club Noé un dispositif pour commerciaux. Pour résumer, en fait, c'était un dispositif de professionnalisation pour les fonctions commerciales des entreprises qui considérait que, bon, bah, dans le FC, le but, c'est plus de vendre un maximum de volume, de poursuivre la chasse au volume de marchandises, comme ça, peu importe le secteur d'activité. Bah là, on va passer dans une logique de co-construction d'une dimension très servicielle, c'est-à-dire pourquoi faire? Hum, vous souvenez tous de l'imprimeur au Club Noé, des documents, imprimer des documents, pourquoi faire? Bon, bah là, c'est pareil, une plateforme pour gérer des flux de palettes, pourquoi faire? En fait, il y a plein de dimensions relatives, par exemple, à désiloter des organisations, et ça, c'est pas évident. Ça nécessite d'être investigué. Et il y a eu dans le parcours commercial, avec toi, Thierry, euh, un exercice qui t'a été introduit, c'était de prendre un gros client et un petit client. Est-ce que tu peux en parler de cette situation? Est-ce que ça a révélé à l'échelle de la trajectoire d'Opaline? Oui, volontiers. Ouais. Bah, du coup, vous l'avez compris, nous, notre job, c'est de rompre avec ces organisations très silotées au profit d'organisations collaboratives. Déjà, la première réaction du client, quand on lui dit, bah, écoute, maintenant, on va te demander de faire coopérer ton écosystème avec toi, bah, déjà, le client, il se sent très démuni par rapport à ça, parce qu'il se dit, mais attends, moi, je suis dans une relation avec mes partenaires qui est très directive, je suis le donneur d'ordre, ce sont mes prestataires d'exécution. Et du coup, le mode collaboratif, c'est quelque chose qui me fait un peu peur. Je ne vois pas comment d'un mode très directif, je vais passer à un mode collaboratif. Donc déjà, souvent, on voit le vide en dessous du pied du client qui se dit, bah, pourtant, je suis Danone, je suis McCain, je suis Ferrero, je suis un gros industriel avec une forte capacité de prescrire probablement mon écosystème. Et en fait, quand on me dit, bah, il faut que tu emmènes ton écosystème sur une gestion collaborative, bah, on sent la panique en se disant, mais je ne suis pas habitué à une gestion collaborative avec mes partenaires. Donc ça, déjà, comment je vais faire? Donc ça, on a ressenti ce malaise et cette obligation d'accompagner les clients pour les détendre par rapport à ça. Et ce qui nous a fait prendre vraiment conscience de cet enjeu important de la prescription de l'écosystème, c'est justement ce qu'expliquait Maxime qu'on a fait au Club Noé, où en fait, à l'époque, on avait commencé, on se disait, bah, le mode SaaS, c'est quand même assez proche de l'EFC. Cette gestion collaborative, on touche du doigt qu'il y a quelque chose à faire sur cette partie coopération, mais on n'arrivait pas trop à comprendre quoi. Et dans le club, on avait des ateliers avec effet miroir. On était plusieurs dirigeants d'entreprise, puis chacun exposait ses difficultés dans son business. Nous, on avait 4 ans à l'époque, c'était en 2016. On commençait à avoir un petit peu de chiffre d'affaires, mais on était encore très exsangue. Donc, la pérennité de l'entreprise, elle était vraiment remise en question. Et puis, on se disait comment on peut rendre ce modèle plus vertueux. Et en fait, dans l'effet miroir qu'on a eu avec d'autres dirigeants, on a exposé nos problématiques au quotidien. Et il y a un des animateurs qui nous a dit, écoute, est-ce que tu pourrais pas nous parler de deux cas de figure? Un cas de figure où la coopération a très bien fonctionné et un cas de figure où la coopération n'a pas fonctionné. Et puis, on va essayer de dérouler la pelote pour essayer de comprendre dans les deux cas ce qui a fait la différence. Et du coup, on a pris deux témoignages. Effectivement, le témoignage d'un industriel d'une grosse envergure avec lequel on était en toute confiance. C'était justement McCain, c'est un des premiers qui nous a fait confiance. On s'est dit, bah, il faut que tu prescrives l'usage en mode collaboratif de la gestion des emballages sur Opaline à tes 50 transporteurs. Et là, on a senti justement que le client bah, était assez confiant parce qu'il nous a dit, bah, moi, les transporteurs, ils attendent que ça de travailler avec McCain parce que je représente énormément de volants de chiffre d'affaires pour eux.
Donc, t'inquiète pas, je vais pouvoir leur demander de gérer en collaboratif les palettes avec moi via Opaline. Et puis à côté, on avait un tout petit distributeur de produits asiatiques, un importateur de produits asiatiques, avec une très faible envergure de chiffre d'affaires et du coup, peu de volants d'affaires avec ses transporteurs et qui nous a dit aussi, bah, moi, je comprends tout l'intérêt de cette gestion collaborative, je me fais fort de la mettre en œuvre auprès de mes transporteurs. Franchement, je pense que comme moi, vous auriez sans doute mis un billet sur McCain en disant, bah, attends, si tu as McCain qui prescrit Opaline auprès de ses transporteurs, franchement, c'est du bonheur, ça va se passer tout seul. Et puis le tout petit prescripteur, ça va être plus compliqué. Et c'est tout l'inverse qui s'est produit en fait. Et en fait, on a compris que donc, quand on a dans le club remonté la pelote, en fait, ce qu'on a compris, c'est que le tout petit industriel était déjà dans une gestion collaborative avec ses partenaires. Quand il a dû expliquer à ses partenaires, écoute, pour être plus efficace, toi et moi, pour perdre moins de temps, pour faciliter nos échanges, on va coopérer sur une plateforme digitale en commun, où on va partager de la donnée en temps réel. Et ben, il a eu un accord de ses partenaires très vite pour optimiser son mode de fonctionnement, parce qu'ils étaient déjà dans une relation collaborative. Du coup, ce qui veut dire que nous, sur ce client-là, on a reconnu peu de chiffre d'affaires parce qu'à l'époque, on était indexé beaucoup sur le nombre de partenaires avec lesquels il devait se connecter et puis le volume de palettes qu'il expédiait. Donc, avec lui, on avait reconnu peu de chiffre d'affaires, mais néanmoins, on avait trouvé un équilibre, nous, en termes de marge, parce ça avait bien fonctionné assez facilement. Donc, petite commande, mais pas beaucoup de travail côté Opaline. Donc, globalement, on était dans les standards de vente qu'on s'était fixés. Et puis, à la différence de ça, pour McCain, on avait effectivement un chiffre d'affaires plus conséquent parce que un volume de transactions plus important et un grand nombre de partenaires. Et ça, c'était notre modèle économique à la base. Et du coup, on s'est dit, bah, on va reconnaître beaucoup de chiffre d'affaires, on va générer beaucoup de marge sur ce client-là. Effectivement, on a généré plus de chiffre d'affaires. En revanche, on a généré moins de marge que sur le petit client parce que le travail de prescription que McCain n'a pas réussi à faire, on a dû le faire pour lui. On est allé avec notre bâton de pèlerin convaincre ces 50 partenaires de coopérer avec McCain sur la plateforme. Donc, en fait, tout le chiffre d'affaires qu'on avait généré, bah, on a mangé toute notre marge parce qu'on a eu énormément de travail à faire derrière pour aller rendre son écosystème collaboratif et on a eu beaucoup de mal à obtenir du résultat parce que comme il y avait de la fébrilité de l'industriel à prescrire, bah, il y avait peu de résultats côté client. Ce n'est pas un éditeur qui va aller, pour le compte de McCain, décréter la coopération dans le mode de fonctionnement avec McCain. Donc ça a été assez compliqué. Et c'est là où on a pris conscience en fait de l'importance de la coopération pour l'efficience de notre solution et puis aussi de la nécessité d'équiper nos clients d'outils pour leur faciliter la coopération. Parce qu'on s'est bien rendu compte que McCain, aussi fort soit-il, était bien démuni quand il s'agit d'aller prescrire la gestion collaborative. Donc c'est ça les deux enjeux majeurs qu'on a compris sur ce club-là, c'est de se dire, OK, coopération nécessaire et puis équiper les clients pour leur faciliter la coopération. Ce que j'entends, c'est que plus on coopère, bah, plus on gagne d'argent si c'est reporté à la quantité de travail que nécessite une situation auprès d'un collaborateur. En tout cas, plus le développement économique de la structure, plus la relation de travail avec ton interlocuteur bah, se passe bien, implique moins, en fait, la mobilisation de tes équipes. Et par contre, c'est pas corrélé à un gros client qui va nous rapporter a priori plein de chiffres d'affaires. En fait, s'il coopère pas, bah, c'est un boulet pour nous. Parce Mm, qu'en fait, il a beau nous rapporter beaucoup d'argent, il va nous impliquer beaucoup de travail. Donc vous mm. voyez que la distinction entre les volumes et le développement économique d'une structure, il est assez relatif si on pose cette question du travail réel, de la coopération, qui est plus ou moins favorable pour que ça se passe bien, si je résume. Et Ah, concrètement, pardon, vas-y, tu voulais rebondir, Thierry? non, et puis il y a encore plus d'impact que ça, en fait, parce que ça, c'était le premier élément, c'était OK, nécessité de coopérer et puis d'enlever les freins côté industriel pour lui faciliter la prescription, lui montrer que la démarche de coopération, elle est assez simple si on l'amène correctement. Ça, c'était le premier aspect. Et à l'époque, dans notre modèle économique, notre vision, c'était encore de dire, McCain prescrit à ses 50 transporteurs et du coup, chaque transporteur prescrit par McCain prend une licence Opaline, Hmm. paye un fee à Opaline et du coup, on s'est dit, bah, plus le client est important en taille,
plus il va prescrire un grand nombre d'acteurs, plus on va reconnaître de chiffre d'affaires parce que il a énormément de parties prenantes qui vont adhérer à la plateforme Opaline. Ça, c'était une idée qu'on avait au départ qui était pas mal, parce que ça nous aurait permis de reconnaître plus vite du chiffre d'affaires. Mais en fait, ce dont on s'est rendu compte, et ça, c'est par l'expérience d'un autre client qu'on a déployé, notre modèle économique, c'était ça. L'industriel payait la plus grosse part d'usage, et puis tout son écosystème payait un petit fee par mois pour fonctionner avec lui sur la plateforme. Et puis un jour, on a rencontré Leroy Merlin. Ils avaient une vraie avance sur la vision de la supply chain, la manière dont on peut déployer des écosystèmes, la gestion collaborative avec leurs partenaires. C'était déjà quelque chose qu'ils essayaient de mettre à l'ouvrage. Et en fait, quand on leur a expliqué notre modèle économique, une facturation pour Leroy Merlin et un coût pour chacun de ses transporteurs, il nous a dit, OK, je comprends votre modèle. Nous, on veut aller très vite dans le déploiement de votre offre et on sait que pour un transporteur qui est une société de petite structure, hein, souvent c'est une pyramide très plate, un transporteur, c'est un dirigeant, un responsable d'exploitation, quelques exploitants et puis une cinquantaine de chauffeurs. C'est ça un transporteur. Donc sur des structures très petites comme ça, le moindre coût, c'est tout de suite dans les mains du DG. Le DG dit non, surtout si c'est imposé par mon client, hors de question. Donc Leroy Merlin nous dit, écoutez, pour faciliter cette gestion collaborative, pour ôter des freins au déploiement, parce que moi, il faut que je déploie vite si je veux rapidement du résultat. Ce que je vous propose, c'est de prendre à ma charge, Leroy Merlin, le coût pour le transporteur. Donc Leroy Merlin a dit, je paye mon abonnement au Paline, je paye l'abonnement pour mes 50, enfin à l'époque, même lui, il avait 80 transporteurs, pour pas qu'on ait d'histoire d'argent avec eux, pour faciliter cette coopération et aller plus vite. Et ça a été une deuxième clé d'enseignement pour nous, c'est de dire, si on veut de l'efficience, il faut de la coopération. Et si on veut aller vite dans le déploiement, il faut enlever les objections. Et une des objections majeures, c'était le coût. Donc, le modèle économique d'Opaline a changé à nouveau ce jour-là. On a décidé une gratuité d'usage pour les transporteurs dès l'instant où c'était prescrit par leur industriel pour ôter l'objection du prix et pour faciliter le déploiement, pour aller plus vite, pour atteindre l'efficience opérationnelle. Donc ça a été le deuxième enseignement. C'est que finalement, on s'est dit, bah, tiens, pour rebondir sur ce que tu dis, Maxime, Leroy Merlin, eux, ils ont payé pour leurs transporteurs, c'était très bien. Mais tous les industriels qu'on a onboardés après, plus ils étaient gros, plus ils avaient un écosystème important à mettre à l'ouvrage sur Opaline, bah, plus on avait d'efforts à faire pour zéro revenu à la clé sur ces partenaires qu'on onboardait, juste parce qu'on voulait de l'efficience, de la rapidité et vraiment engager cette gestion collaborative. Donc ça, Mm. c'était aussi un autre enseignement. On n'a pas reconnu plus de chiffre d'affaires parce que plus d'écosystèmes, mais toujours dans cette idée de dire il faut que ce soit collaboratif pour être efficient. Et au-delà de cette gratuité qui serait universelle, il y a quand même des enjeux de mise en discussion de qui prend son abonnement à la plateforme. Parce que il y a un industriel qui lui aussi est en relation, par exemple, avec d'autres industriels ou d'autres parties prenantes de la chaîne logistique. Bah, en étant embarqué la mobilisation de la plateforme, il y en a qui se disent, tiens, c'est pas mal, j'aimerais bien l'avoir. Bah, je suis dans la boucle de un tel qui te paye déjà l'abonnement. Tu peux me le faire gratuit du coup? Bon, bah, ok, je te le fais gratuit cette année, mais l'année Ouais, prochaine, il y a toute une mise en discussion, j'allais dire de la valeur, mais aussi de l'accès à la plateforme et ouais, donc du modèle économique qu'on se donne tous ensemble, enfin en tout cas des rapports économiques et sociaux qu'on instruit tous ensemble. Comment ça se met en discussion et ça joint, j'en profite pour poser la question que je voulais, sur laquelle je voulais embrayer. Tu parlais d'outillage de la coopération. J'ai mémoire, parce que je trouvais ça rigolo, vous aviez fabriqué des kits, enfin conceptualisé ouais, des ouais. kits de coopération. Concrètement, c'est quoi, le travail des médiateurs? On n'en a pas encore Ah, énormément parlé, c'était un point important. Les médiateurs, c'est quoi leur mission? Aussi à travers ce pourquoi j'ai introduit ma question, c'est-à-dire cette mise en discussion des bonnes conditions de coopération tous ensemble. Parce qu'il n'y a pas de standardisation, votre travail, il est vivant, et donc il y a plein de subjectivité en permanence, il y a plein d'arbitrage en permanence dans ton travail. Comment t'en parles ça? mais encore aujourd'hui, hein, tout ça, c'était en 2016, ça fait pratiquement 10 ans. On est toujours en discussion avec les partenaires sur est-ce que je paye un loyer, est-ce que je paye pas de loyer, etc. Et notre ambition à nous, c'est pas tant
facturer au maximum tout ce qu'on peut facturer, c'est surtout l'efficience opérationnelle pour les clients. Donc, on est toujours en discussion avec des transporteurs qui nous disent… Parce qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est on a dit, OK, gratuité d'usage pour le transporteur, limité au premier client qui le prescrit. C'est-à-dire que tous les transporteurs dont je vous parlais, il y a à peu près 500, 600 transporteurs habituels qui travaillent avec tous ces gros industriels de l'agroalimentaire ou de la distribution. Toujours les mêmes. Donc, en fait, ce qu'on a dit, c'est gratuit pour toi sur le premier client qui te prescrit la solution Opaline. Ça te permet de ce qu'on appelle de faire le POC en informatique, c'est de proof of concept. Ça veut dire que je prends un transporteur XPO, il ne connaît pas Opaline, il le découvre parce que le roi Merlin lui demande d'utiliser Opaline. Donc, Opaline, nous, on est chargé de faciliter cette coopération. On dit à Leroy Merlin, tu nous transmets les coordonnées des 80 personnes chez tes transporteurs qui gèrent des palettes avec toi au quotidien. Et nous, Opaline, on se fait fort d'aller leur expliquer le bien fondé et puis leur expliquer comment ils doivent coopérer avec toi, techniquement, ce qu'ils doivent faire sur la plateforme. Et donc, on a là un point clé qu'on a identifié, qui est qu'on va pouvoir parler à l'exploitant chez le transporteur qui gère les palettes avec Leroy Merlin, qui est sans doute la même personne chez ce transporteur qui gère des palettes avec Danone, si ce transporteur travaille avec Danone, mais qui est aussi sans doute la même personne qui gère des palettes avec Ferrero. Donc, on a compris qu'il y avait un point important qui se jouait là, parce que jusqu'à présent, c'était notre équipe support qui formait les utilisateurs, et puis globalement, une fois que l'utilisateur savait utiliser, ciao. Ce qu'on a compris là, c'est que cet utilisateur probablement va le retrouver dans une autre vie plus tard. Donc, on lui dit, écoute, voilà, on te met en place le roi Merlin, voilà comment tu dois travailler avec le roi Merlin. Et puis, au bout de quelques semaines, on faisait un point avec lui en disant, bah, comment ça marche? Ah, ça marche super bien. J'ai abandonné l'usage d'Excel. Je gagne énormément de temps avec le roi Merlin. Je pacifie la relation commerciale que j'ai avec le roi Merlin. Donc, votre solution, elle est top. Je vous remercie. Ça m'a enlevé une épine du pied avec le roi Merlin. Ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'on a consigné exactement les gains chez le transporteur, ce qu'on ne faisait pas au début. Mais quand tu dis que tu gagnes du temps, c'est combien de temps? Bah, je gagne 20 minutes tous les jours. OK. Et à la fin du mois, tu gagnes aussi du temps. Ah ouais, je gagne une demi-journée à la fin du mois pour plus faire le récap sur Excel, etc. D'accord. Et quand tu dis que tu pacifies les relations avec ton client, c'est quoi exactement? Bah, avant, on s'envoyait des mails limite d'insultes avec des preuves comme quoi je ne suis pas d'accord, etc. Aujourd'hui, tout se passe sur la plateforme, on digitalise nos documents et on a vraiment une relation qui est très bénéfique. Donc déjà, on a commencé à quantifier ça. Et puis ensuite, ces éléments-là, quand on a eu l'occasion de les présenter au patron de l'exploitant, on lui a dit, tu sais, patron de la boîte de transport, ton exploitant, parce que lui, il ne le sait pas souvent. Il sait quand il y a des problèmes, mais quand il n'y a pas de problème, il n'est pas au courant. Donc souvent, il nous dit, bah, je n'en entends pas parler, c'est que ça se passe bien. Et donc, il ne sait pas qu'on a fait gagner beaucoup de temps à ses exploitants. Donc, quand un jour Danone vient et qui nous dit, bah, moi, je travaille aussi avec ce transporteur-là, XPO, il ne faut pas qu'on se prive à ce moment-là, parce qu'on va devoir dire au patron de la boîte, maintenant, on te ramène aussi Danone. Donc, on est d'accord, le roi Merlin, c'était gratuit. Maintenant, Danone, tu dois payer un abonnement si tu veux Danone, sinon, on ne peut pas te connecter avec Danone. Et c'est là où se passe la discussion à nouveau du coup. Et c'est là où c'est très important de pouvoir lui dire, tu sais, ton exploitante Céline, chaque jour, elle gagne une demi-heure avec le roi Merlin. Chaque fin de mois, elle gagne une demi-journée. Donc, avec Danone, qui a un volume double de le roi Merlin, chaque jour, elle va gagner près d'une heure. Et chaque fin de mois, elle va gagner une journée. Donc, déjà, la question du coût, elle est décorrélée par rapport au gain que ça va représenter chez toi. Donc, ça aussi, il faut qu'on l'anticipe. Donc, ça permet souvent au patron de la boîte de dire, OK, donc j'ai quasiment payé mon abonnement avec le gain que je réalise chaque mois. Mais il faut qu'on ait pris le temps de le faire dès qu'il a eu le roi Merlin, avant d'être dans la situation de lui ramener Danone, pour lui dire, tu vois, avant même que je te parle d'un autre client, voilà ce que tu gagnes sur le roi Merlin. Et surtout, ce qu'on s'est dit, c'est que du coup, la clé là, ce n'est pas de confier la relation de la formation du transporteur à un service support lambda, mais c'est bien d'avoir un poste un peu hybride, parce qu'on a bien senti que cette personne qui allait former le transporteur, probablement que dans une deuxième vie, elle reverra le même transporteur pour un autre client. Et comme elle aura réglé déjà les problèmes de relations commerciales avec Leroy Merlin, elle pourra faire la même chose avec Danone. Et donc, on s'est dit, il y a un truc clé là qui se joue sur ce poste-là. Ce n'est pas un technicien qui va être chargé de former le transporteur
sur la plateforme, mais c'est bien c'est un rôle plus important que ça. C'est quelqu'un qui fait vraiment de la médiation entre Leroy Merlin et XPO, demain entre Danone et XPO, et pour pouvoir vraiment rendre plus lean. C'est pour ça que la boîte s'appelle Opaline, c'est l'anglicisme LEAN. C'est quelque chose de plus fluide dans cette gestion de la relation entre l'industriel et son transporteur. Et donc, on a créé des postes de médiateurs officiellement qui sont chargés justement d'identifier les dysfonctionnements dans cette gestion collaborative. On a des outils de supervision qui permettent de pointer des points durs comme ça entre des partenaires et qui sont chargés comme ça de pacifier la relation, d'aider au règlement du litige, à une meilleure transaction, etc., etc. Donc, on a vraiment créé des postes de médiateurs clés sur cette partie de la gestion de la coopération entre l'industriel et ses transporteurs. Ouais. Il y a des questions dans le chat. Juste avant, je fais une micro aparté parce que on parlait juste avant de mise en discussion de la valeur. Là, ce que j'entends, c'est que c'est la mise en discussion des effets utiles. Là, je t'ai fait gagner 20 minutes par jour. Et donc, rapporté à ça, ça te paye déjà ton abonnement. En fait, là, vous avez une définition de l'EFC. Il y a plein de définitions de l'EFC, mais une définition que moi j'adore subjectivement, c'est la mise en discussion de la valeur, à savoir la mise en discussion des effets utiles. Bah, c'est ça, l'EFC. Il y a plein de manières pour s'y prendre, pour mettre en discussion les effets utiles, pour le valoriser économiquement, que ça devienne notre modèle économique qui tourne autour de cette mise en discussion et cette valorisation des effets utiles. Bah, l'EFC, c'est juste ça. Le plus complexe, c'est comment on s'y prend. Il y a des... Enfin, en tout cas, il y a mille et une façons de s'y prendre. Il y a des questions dans le chat. Alors, Isabelle Janot, qui demande, est-ce que le point d'entrée du désilotage passe forcément par le donneur d'ordre industriel? Alors au début, oui, il y a bien quelqu'un qui doit donner l'impulsion et souvent c'est l'industriel. En revanche, moi j'ai un exemple précis quand on a démarré avec Ferrero. Ferrero prestait sa logistique chez un prestataire logistique. Donc ils n'étaient pas en logistique propre, ils étaient en logistique prestée chez un tiers. Et le tiers, quand il a mis en œuvre Opaline avec Ferrero, il s'est dit, mais en fait, c'est du bonheur pour moi. Je gagne énormément de temps, je facilite les opérations, etc. Et j'ai dans mes murs la gestion aussi du client C'est moi. Et c'est ce prestataire logistique qui nous a mis en relation avec C'est moi. Il a parlé de nous à C'est moi. C'est ce que fait aussi XPO ou d'autres transporteurs. C'est-à-dire qu'ils font la proof of concept avec leurs clients. Et partout où ils ont les mêmes difficultés avec d'autres clients, ils parlent de nous. Il y a vraiment un effet viral à l'usage d'Opaline. Et c'est là aussi où la gratuité d'usage sur le premier client, eh ben, elle nous permet aussi dans de nombreux cas d'avoir des transporteurs qui parlent de nous à leurs clients. Donc le client, quand il nous contacte, il a déjà entendu parler de nous, ça a déjà été prescrit par certains des transporteurs avec lesquels il travaille. Et là, ça nous fait gagner énormément de temps aussi dans le prochain projet. C'est pour ça que souvent, quand on discute du coût à facturer pour le transporteur, c'est fréquent qu'on ait 2 ou 3 clients avec le même transporteur qui pourtant continuent à avoir une gratuité d'usage. Parce qu'on se dit, bon, notre volonté à nous, ce n'est pas forcément d'aller facturer les transporteurs. La volonté, c'est de créer cet écosystème collaboratif. Donc, on n'est pas à une facture près d'un transporteur, on lui facture 100 euros par mois. S'il veut vraiment pas le payer, bah, ça nous arrive de connecter d'autres clients sans qu'ils payent. Mais l'idée, c'est de dire, écoute, là, OK, on t'ouvre un troisième accès. Franchement, tu as déjà payé ton loyer intégralement, donc mets 100 euros sur Opaline au prochain. Et souvent, il y a cette discussion avec le transporteur pour dire, OK, au prochain client, j'y vais, quoi, je paye mon abonnement. Donc au final, on arrive toujours à l'avoir, mais on crée cet écosystème coopératif qui devient viral, où un industriel entend parler de nous par un autre industriel ou par son écosystème de transporteurs. Et c'est là où on est beaucoup plus efficace commercialement aussi pour aller convaincre nos clients d'utiliser Opaline. Hmm. Thierry, Il y a- est-ce que tu peux pardon. préciser ton modèle de revenu? Tu dis la partie abonnement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est pondéré ou lié aussi au nombre de palettes? Oui, en fait, notre modèle économique, c'est un coût par site d'utilisation. Donc, au plus Danone a d'entrepôts ou d'usines différentes, il paye à chaque fois un coût fixe par usine ou par entrepôt. Et puis ensuite, il y a une indexation sur la quantité expédiée, donc le nombre de palettes expédiées. Ça a toujours été notre modèle. Même sur le SaaS, on a toujours dit coût par site d'utilisation et puis un fee sur la quantité expédiée. 2 centimes par palette. Donc c'est un tout petit fee, mais aujourd'hui, on a plus de 60 millions de palettes qui passent dans nos systèmes.
par an. Donc, ça commence à faire un revenu récurrent important pour nous. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans notre modèle économique, on a toujours dit coût à l'usage, enfin, coût au volume, enfin, coût par site plus indexation sur le volume. Mais surtout, ce qu'on a compris aussi, c'est qu'il fallait qu'on se rémunère sur tout le travail de prescription derrière. Il y a une gratuité totale pour le transporteur, certes. Vous avez bien compris que quand Danone nous demande d'aller prescrire 80 transporteurs, dont certains à l'international, bah, ça nous oblige, avec nos équipes, d'aller former 80 utilisateurs chez des transporteurs dans toutes les langues. Et donc ça a un vrai coût qui pèse sur notre organisation. Donc systématiquement, quand moi j'enrichis un nouveau dossier commercial, j'ai une obligation, par la discussion avec le client donneur d'ordre, d'aller évaluer le travail de prescription qu'on va devoir faire. Comme on l'a équipé d'outils pour faciliter la prescription, on l'industrialise de plus en plus et ça nous demande de moins en moins de travail d'aller connecter ces 80 transporteurs, mais il y a quand même du travail nécessaire. Et donc, on est obligé, par du questionnement sur la découverte du dossier, d'aller comprendre si on va avoir plutôt un McCain très fort, mais avec une capacité à prescrire très faible, ou plutôt le fameux petit distributeur de produits asiatiques qui, comme ça, sur le papier, paraît très faible en capacité de prescription, mais en fait est très fort. Donc, il faut qu'on évalue quand même le travail nécessaire pour les équipes derrière pour onboarder tout l'écosystème du client. Et sur cette partie-là, on anticipe dans nos devis un coût de facturation sur tout l'onboarding de son écosystème, tout le travail que ça va nous demander. Donc, cette dimension-là, avant le FC, on était sur un modèle économique SaaS, coût à l'usage en fonction du volume. Comme ça, chaque client, un petit client a un faible coût Opaline, un client avec un énorme volume a un coût plus important. On a toujours eu ce principe de fonctionnement du SaaS. En revanche, ce qu'on a reconnu comme revenu supplémentaire avec le FC, c'est tout le temps qu'on mettait avant non valorisé de coopération, de mise en relation de la coopération et de déploiement de son écosystème. Désormais, ça, on le facture avec de la gestion de projet, avec des sessions de formation, etc., etc. Et ça représente à peu près un tiers de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, toute cette partie qui était non facturée, pour laquelle on ne reconnaissait pas de revenus avant. Aujourd'hui, c'est facilement un tiers de notre revenu qui est sur cette partie-là. Merci Thierry. Il y a une deuxième question d'Isabelle. Est-ce que votre proposition a fait évoluer les pratiques de travail des parties prenantes? Comment ça s'est passé? J'en profite pour poser une question parallèle, si tu le permets, Isabelle. Euh, il y a un enjeu, en fait, quand on est un club, comme le club Noé ou comme Necoé, ou il y en a plein d'autres en France, qui est de déployer, en fait, les pratiques de l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Euh, Des logiques comme la tienne, c'est génial parce qu'on se dit, en fait, c'est pas juste Opaline qui bouge en termes de pratiques organisationnelles et autres. En fait, c'est tout un écosystème qui vient bousculer. Et au-delà du coup de la question d'Isabelle à laquelle je t'invite à répondre, c'est est-ce qu'en fait vous parlez de FC à un moment où est-ce que c'est pas pertinent d'en parler, ce qui est très probable. À quel moment t'en parles de l'EFC dans tout ça? Est-ce que c'est juste une histoire de pratique et c'est très implicite? Ou est-ce qu'il y a des moments où on formalise un petit peu des intuitions? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ensemble? Ça vient pas de nulle part. Ça, enfin, on parle jamais EFC au début, quand on parle vraiment gestion collaborative en opposition au silo. Et donc, pour atteindre une efficience opérationnelle, au début, quand on en parlait, la gestion collaborative, on nous regardait avec des grands yeux. Et comme je vous le disais, souvent, c'était le vide sous les pieds du client qui disait, mais comment je vais faire ça? Je vous ai toujours pas parlé des outils, je vous en parlerai après des outils qu'on a créés pour faciliter ça. Mais aujourd'hui, c'est devenu dans les écosystèmes supply chain, enfin, on parle beaucoup d'écosystèmes maintenant. Quand on dit à un client, l'efficience, elle passe par de la gestion collaborative du partage de données en temps réel, c'est devenu un peu une évidence. Donc, en fait, ils comprennent ça maintenant assez facilement. Ils ne savent pas comment y aller, mais ils comprennent que on est plus efficient si on coopère, si on partage de la donnée en temps réel, etc. Donc ça, oui, ça a changé fondamentalement la manière dont nos clients travaillent. Et souvent, d'ailleurs, ils nous disent, mais comment on faisait avant Opaline, quoi? T'imagines, on avait nos fichiers Excel, on faisait. Enfin, c'est incroyable comme il y a une adhésion à la proposition et aujourd'hui un non-recul. Peut-être on en parlera dans la troisième phase de l'impact énorme que ça a eu pour nous sur le plan économique pour Opaline. Donc ça, c'était pour répondre à la première partie de la question. J'ai oublié la deuxième que tu me posais, Maxime.
Mais je pense que ça, on peut en reparler à la fin ou jamais puisque le temps avance, mais ça reste en tout cas dans les choses à instruire. Par la suite, il y a une autre question et puis il y a d'autres choses à dérouler. J'en profite quand même pour poser la question de Didier Bonin. Au-delà de l'intérêt majeur de la réutilisation des palettes, dans un modèle économique qui reste branché sur le volume d'utilisation, est-ce qu'il y a aussi une réflexion sur la surconsommation qu'il y a derrière la circulation des palettes sur des camions? Entre parenthèses, aller vers la baisse de l'utilisation des palettes. Une bonne question. Alors, à notre faible niveau, on optimise le pooling du client. C'est-à-dire que là où avant au panier, le client il avait entre 15 et 30 de volume supplémentaire pour compenser son non-efficience opérationnelle. Désormais, il est vraiment en volume net très proche de son besoin réel. Donc, souvent, le résultat d'Opaline, c'est que ils ont besoin de beaucoup moins d'emballage pour faire la même exécution de livraison de leurs clients. Donc ça c'est l'impact à notre faible niveau qu'on peut avoir sur cette partie vertueuse des usages de la consommation. Ouais, je comprends. Du Il y coup, a, on il y a a plein d'effets seconds. Il y a plein d'effets seconds. Hmm, Derrière, c'est parce qu'en fait, nos clients ont construit un socle d'information très robuste via hmm, Opaline, avec une information qui est une visibilité dans leurs données, dans leurs entrepôts, mais surtout leur écosystème de partenaires. En fait, ils savent identifier toutes les zones de rétention d'emballage un peu partout. Et aujourd'hui, grâce à l'usage de nos solutions, ben, ils vont relocaliser des emballages. C'est un peu hmm, comme les chambres de compensation bancaire. Je prenais l'exemple d'un billet de banque tout à l'heure. Quand toute la population française est dans le sud de la France pendant l'été, bah, toute la monnaie, toutes les devises, billets sont dans le sud de la France. On ne va pas en refabriquer pour les Lillois, on va les faire revenir dans le nord. Et ces chambres de compensation, ces échanges entre besoins et dettes, bah, se font à l'usage multi-client. Et c'est ça qu'on arrive à faire aussi avec Opaline, c'est que Danone, quand il a énormément de palettes dans le sud, il ne les fait pas revenir avec des camions pour ramener hmm, du bois dans ses usines du Nord. Mais grâce à notre vision multi-client, eh ben, on va optimiser un industriel qui fabrique dans le Nord et qui livre le sud. Il a du coup des transporteurs qui lui doivent des palettes dans le Nord. Plutôt que de les faire revenir, il va les compenser avec un industriel dans le sud qui a livré dans le Nord et qui a beaucoup hmm. de palettes dans le Nord. C'est l'industriel du Nord qui va les récupérer. Et puis pareil pour le sud, donc on va faire des triangulaires comme ça de régularisation pour éviter du transport de bois. Ce n'est pas notre solution qui fait ça, mais c'est l'information qu'on communique qui permet de le faire à d'autres prestataires dont le métier, c'est justement de faire ces échanges de... Merci Thierry. Thierry? Il reste moins de 10 minutes. C'est ce que tu allais Je dire, parle pardon, beaucoup, Céline? hein. Je suis Ouais, désolé. alors, il y avait le sujet, il va falloir qu'on fasse très court, mais le sujet des outils, parce que tu nous fais un Ouais. petit teasing depuis tout Oui, à l'heure sur les outils. Donc, si on peut prendre quelques minutes pour que tu oui. nous parles rapidement des outils. Et puis, la dernière question rapide aussi de Maxime, avant qu'on soit dans la conclusion et dans le renvoi des gens dans les autres activités à Ouais. partir de 10 heures. Je suis Merci Thierry. bavard, hein, je suis désolé. Mais bah, Non, les c'est outils qu'on a passionnant. fait, on a fait un guide de prescription. Donc, on a fait un livret à destination de l'industriel pour lui dire, regarde, tu vas prescrire au panine à ton écosystème, voilà les bénéfices pour toi. Ça va te permettre d'être plus efficient comme ça, comme ça, comme ça. Mais surtout, voilà les bénéfices pour ton écosystème. Donc, ça permet aux clients de se dire, ah ouais, mais en fait, il y a plein de bénéfices pour mes partenaires. Donc, déjà, de comprendre ça, ça l'aide à se... Ça le, comment? Ça le relaxe par rapport aux enjeux chez ses clients en se disant, mais en fait, je leur prescris Opaline, mais il y a plein d'intérêts pour eux. Donc ça le détend sur le sujet. Ensuite, ce qu'on a fait aussi, c'est un email préparatif pour expliquer la coopération à son écosystème. On lui dit, bah voilà, tiens, nous, on a un email type, tu peux l'utiliser ou tu peux le modifier, tu en fais ce que tu veux, mais tu peux le réutiliser si tu veux. On se rend compte que 99% de nos clients réutilisent exactement notre email pour expliquer les enjeux de la coopération, tout le bénéfice pour son écosystème. Ça, c'est le deuxième outil, guide de prescription et email type de présentation. Et le troisième, c'est un petit alinéa pour glisser dans les appels d'offres transport, parce que le transport et les échanges de palettes, c'est régi contractuellement entre l'industriel et ses transporteurs. Donc, on a rédigé l'alinéa à rajouter dans les appels d'offres transport pour dire, bah voilà, désormais, il y a l'obligation de l'utilisation d'Opaline pour pouvoir piloter mes flux de palettes avec toi. Donc, c'est ça les trois outils qu'on a. Franchement, ce n'est pas miraculeux, mais en termes d'effet, ça aide énormément les clients. C'était des choses assez simples à faire, mais nécessaires pour eux.
faciliter la prescription. Excellent. Il y avait en effet un dernier enjeu, mais que je vais balayer compte tenu du temps, les perspectives de Opaline. Alors, quand on en a échangé un petit peu ensemble auparavant, tu parlais d'un travail que vous menez avec l'ADEME pour évaluer les externalités environnementales de la réduction de ces emballages. Et il y a aussi, mais on n'aura pas le temps de développer, il y a un enjeu de géolocalisation Oui. pour fluidifier le déplacement des palettes. Et tu en as parlé à plein de C'est un moments peu, dans tes ouais, témoignages. c'est un peu ce que j'évoquais avec Didier. Moi, ce que Voilà. je trouve intéressant dans l'ADEME quand même en feedback, c'est que ils sont en train de mesurer l'impact environnemental, mais ça, c'est indéniable, mais ils sont en train aussi de mesurer l'impact sociétal. Hmm. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont interrogé tout notre écosystème, ils ont interrogé à peu près 300 clients sur les. Aujourd'hui, on a 6 000 utilisateurs quotidiens de la plateforme. Ils ont interrogé, enfin, ils ont eu des réponses vraiment, un sondage sur à peu près 300 clients. Et pour beaucoup d'entre eux, ils disent, ben moi, j'ai changé mes usages. Ça m'a permis de développer mes compétences. Enfin, des choses auxquelles nous, on a halluciné quand on a vu les, les retours de nos clients, qui nous disent, j'ai appris à coopérer. Grâce à OpenIn, je fais plus attention à être vertueux sur ma gestion au quotidien. Enfin, Hmm. j'ai développé mes compétences sur d'autres aspects que je n'avais pas avant. Je suis plus efficace, donc je suis mieux reconnu par mes patrons. Enfin, c'est vraiment extrêmement intéressant l'ensemble des impacts sur le plan social que l'usage d'Opaline a pu avoir auprès de nos clients. Il y a une vraie fierté de nos clients d'utiliser Opaline et ça, on était vraiment pas Hmm. préparé à ça, on s'y attendait pas. Et il y a un dernier point avant de passer la parole à Céline dans ces fameuses perspectives. On l'a appris juste avant, c'est que tu as des alternants sur des enjeux de médiation. Alors l'EFC, tu as dit que tu en parlais pas à tes clients, que c'était pas le sujet. Mais ben, oui, un petit peu éventuellement. Mais en tout cas, le sujet, c'est plus, ce qui me paraît plus intéressant, c'est que l'EFC, maintenant, tu en parles à tes équipes et Ah aussi à oui, ces oui. nouvelles recrues. Bah, Euh, parce que nous, on recrute des jeunes ingénieurs en développement ou en développement informatique ou des jeunes ingénieurs commerciaux. Donc, on rencontre beaucoup de jeunes collaborateurs d'une vingtaine d'années qui sont énormément en recherche de sens. Et on se bagarre avec des gros de la tech, on se bagarre avec des grosses sociétés qui peuvent proposer des conditions de travail très attractives pour des jeunes collaborateurs. Mais la majorité d'entre eux nous disent, ben, moi, je suis venu spontanément chez vous et j'ai vraiment envie de travailler chez vous parce que cette gestion de l'économie circulaire, ce sens au travail, ça me donne énormément envie, quoi. Et comme j'ai envie de donner du sens à mon travail, j'ai envie d'aller travailler chez Opaline plutôt que chez un gros éditeur de solutions informatiques où je serais mieux rémunéré. Donc hmm, ça, comme nous, on a beaucoup d'efforts d'attractivité à faire parce qu'on est une toute petite boîte avec peu d'intérêt, enfin peu d'aspects sociaux intéressants pour les clients. On n'a pas des conditions de travail spécialement sympas. Là, on est au bord de la Deule, c'est très joli. Mais on travaille beaucoup l'attractivité des collaborateurs en mettant en avant cette dimension environnementale et surtout en leur parlant de ce nouveau modèle économique de l'EFC qui souvent ne connaissent pas, mais quand on leur explique que c'est un modèle serviciel en opposition au modèle industriel linéaire traditionnel, bah, ils s'intéressent au sujet et ça les renforce encore dans leur intérêt à venir travailler chez nous. Donc, hmm, on en parle énormément. Et les clients, on n'en parle pas au début, mais quand on fait un REX, au bout d'un an, on leur dit, tu sais, en fait, nous, on est dans un modèle de l'EFC, on t'a engagé dans ce système collaboratif parce que bah, c'est un système serviciel qui est beaucoup plus efficient. Donc, on leur parle aussi, on démocratise l'EFC, mais dans un temps bien plus lointain auprès des hmm. clients, en tout cas. Ce que je comprends pour conclure, c'est que finalement le FC, ça sert aussi à expliquer à tes collaborateurs qui sont en train de construire une cathédrale et pas juste tailler des pierres, si je file un peu la métaphore, que votre travail, il est vivant, c'est pas juste mettre à disposition une plateforme et puis c'est tout. Votre travail, il est ancré dans des relations de service, dans une attention particulière à des effets utiles qu'on produit. Et j'en conclus là l'animation de la coopération, puisque c'est l'accroche avec laquelle on vous réunit, l'animation de la coopération au service du déploiement. En fait, c'est pas uniquement au service du déploiement de la structure d'Opaline parce que ça colle bien. En fait, c'est un enjeu qui est partout. Micro-exemple dans le bâtiment, quand les bonnes conditions sont pas réunies entre le menuisier, entre l'électricien, et en fait, ils sont là le même jour et ils se gênent, etc. C'est un exemple un peu caricatural, mais les bonnes conditions ne sont pas réunies, bah, ça implique de perdre du temps. Ou de gagner du temps si ça se passe bien, de perdre ou de gagner de la confiance, de perdre ou de gagner de la santé, parce que ça coûte en termes de santé des mauvaises conditions de travail, des mauvaises conditions de coopération, bah, ça nous épuise. Donc vous voyez qu'en fait, cette attention particulière à comment on outille la coopération, comment c'est un vrai travail et que ça se décrète pas, et donc c'est une attention de tous les instants,
bah, il y a des effets très concrets qui ne sont pas uniquement monétaires et de l'ordre du développement économique pur, mais aussi en termes de comment on soigne les relations, la confiance qu'on a les uns et les autres, etc. Tu disais, Thierry, pour conclure, qu'il y a des gros clients, mais ils font rien. Ils sont pas du tout, ils mobilisent pas du tout leur écosystème. Bah, toi, ça te coûte. Ça te coûte économiquement, du temps, en termes de santé, en termes de pertinence, en termes de confiance. Vous voyez que c'est pas un petit enjeu. Donc, merci beaucoup Thierry pour ton témoignage. Et Céline, tu as une petite mission qui est de synthétiser tout ce qu'on vient de se dire. Alors, il y a beaucoup de choses, mais je te laisse la parole. Merci Maxime. Donc, je vais partager notre visuel de synthèse. Donc, une fois de plus, hein, un voix de pionnier, je pense, à réécouter tellement ce récit a été riche et a révélé, illustré beaucoup d'éléments autour du référentiel de l'économie de fonctionnalité et de coopération. Donc, vous pourrez évidemment le retrouver sur les plateformes habituelles. Euh, Ce que je retiens, et donc cette synthèse sera évidemment un peu subjective de du témoignage de Thierry, c'est que la solution de SaaS, hein, dont on voit beaucoup aujourd'hui autour de nous, des acteurs qui s'y engouffrent avec un abonnement, une logique d'économie de fonctionnalité ou la principe enfin, de paiement à l'usage avec un revenu récurrent mais peu de marge, qui aurait pu être satisfaisant comme une solution dans d'autres univers, là, à nécessiter, pour être en adéquation avec les valeurs du dirigeant et les enjeux qu'il rencontrait, d'aller creuser un peu plus finalement la fonctionnalité et la coopération. Surtout avec des grands groupes et un secteur sous tension. C'est aussi une bonne nouvelle pour les gens qui nous écoutent, les dirigeants qui sont à l'écoute aujourd'hui ou vous qui les accompagnez, de se dire, ça n'est pas juste une activité de petites entreprises, TPE, PME. On voit que là, on embarque des grands groupes et aussi des secteurs sous tension. Thierry nous le disait, hein, le secteur de la logistique, c'est souvent des relations conflictuelles ou difficiles. Et donc, on voit aujourd'hui qu'il y a des possibilités. Euh, on voit dans le témoignage de Thierry, hein, la question des effets utiles qui ont été révélés et qui le continuent en permanence au travers des espaces de coopération qui sont portés, les externalités qu'il produit avec cette notion de viralité et d'engagement chez ses clients et quand on dit client, hein, il y a Danone, mais finalement chez Danone, qui chez Danone, hein, c'est chef d'exploitation, c'est directeur logistique, c'est achats, auprès de qui il fait bouger les choses. Évidemment, les ressources immatérielles de l'entreprise, avec, on l'a entendu un peu sous-bassement avec les termes de l'EFC, on entend la question de la confiance, de la compétence des collaborateurs, de la pertinence de son organisation et surtout comment elle challenge la pertinence de l'organisation d'industriels derrière, où on voit tout un process et un prescrit de travail qui est parfois pas au service de la solution rendue. Et puis cette fameuse solution intégrée là qui est parfaitement illustrée en se disant finalement, bah, seule la solution technique ne permet pas d'apporter le service. La solution technique, elle permet comment ça s'appelle, d'avoir une visibilité sur de la donnée, mais il y a vraiment cette imbrication nécessaire entre le technique et l'humain, le médiateur, ce nouveau métier qui apparaît hein, avec cette dynamique servicielle autour de la coopération. Donc à cette période où on crée, on innove sur beaucoup de choses, hein, l'innovation ici aussi sur le métier et le contenu de ce métier de médiateur dans la coopération. On parle souvent de la coopération comme étant quelque chose, on le disait tout à l'heure, que tout le monde a à la bouche, eh ben, on le voit là de manière très, très concrète, illustrée dans le travail des acteurs, aussi bien chez Thierry que chez ses clients. Qu'est-ce que ça veut dire coopérer avec la discussion de la valeur, la révéler, la conscientiser, la valoriser, et puis cette agilité dans leur modèle de revenus avec de la gratuité, avec l'onboarding, avec les argumentaires mis à disposition. Donc le modèle de revenu au-delà du modèle d'affaires, qui est vraiment aujourd'hui adapté, agile, pour être au plus près de ce qu'ils produisent comme effet utile chez les clients. On a vu aussi cette question euh, de de la reconnaître la subjectivité comme ressource pour se dire finalement, je ne peux pas appliquer chez tous mes clients la même manière. Et quand je dis mes clients, finalement, c'est pas que mon client, parce qu'on voit bien que là, la question de la partie prenante et de l'écosystème est très importante, parce que s'il se concentrait uniquement sur ses clients, bah, ce ne serait uniquement que les industriels. On voit bien que le lien avec le transporteur est aussi hyper importante dans la manière dont on peut piloter cette démarche et surtout pour produire des effets utiles chez le client. Donc, ce que je m'étais noté aussi comme élément important, hein, l'outillage pour engager dans la relation de service, la nécessité d'outiller. On le disait tout de suite, hein, c'est pas des grandes révolutions, un mail, des éléments d'alinéa pour mettre
un cahier des charges ou autre. Mais l'innovation servicielle, elle réside pas dans l'invention de choses extraordinaires, elle réside dans la production de choses qui sont utiles aux utilisateurs et pas dans le truc waouh qu'on n'avait jamais vu auparavant, mais la chose qu'on va pouvoir tout de suite plugger, utiliser dans son activité. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que je m'étais notées? Vous verriez mes notes, il y en a un peu partout parce que entre la préparation et l'échange ici, on a vu encore plein de choses euh, euh, émerger dans l'échange avec Thierry. Je retiens aussi cette question et qu'on ne retrouve pas hein, sur ce support, la place de l'expérimentation, de se jeter à l'eau au travers du travail dans le club, avec, bah, voilà, je mets au pot un sujet, le récit, le questionnement au sein du club, peut-être pas de la réflexivité au sens où on pourrait l'entendre euh, parfois dans nos travaux, mais vraiment de se dire, l'espace du club entre dirigeants est hyper important pour que je vienne avec aujourd'hui des difficultés et qu'aujourd'hui c'est facile de dire ah bah oui mais c'était plus facile pour le petit que pour le gros d'engager sa coopération, c'est facile a posteriori de le dire, mais vraiment ça a été révélé dans ce collectif de se dire bah finalement le petit est plus agile pour pouvoir mobiliser son écosystème que les gros qui a un énorme écosystème mais qui finalement ne sait pas avec ses process et son travail prescrit ne sait pas comment s'y prendre pour les engager avec nous dans la démarche. Voilà, je pense que j'ai euh, repris un peu toutes les choses que j'avais entendues. Je vous invite évidemment à relire, à réécouter ce témoignage et n'hésitez pas à le relayer autour de vous si vous avez des contacts dans la logistique. L'idée n'est pas de faire les apporteurs d'affaires de Thierry, mais si vous êtes convaincu par ce qu'il a pu dire ce matin, on se disait là avec Isabelle, mais comment c'est possible qu'il y ait encore des acteurs logistiques ou industriels qui ne travaillent pas avec Opaline au vu des bénéfices que ça apporte à la fois dans leur business très opérationnel, mais aussi dans la relation humaine, dans le travail des acteurs qu'on appelle chefs d'exploitation ou répartiteurs, qui sont des métiers en tension, enfin en tous les cas où la relation est en tension, pour apaiser ces relations. Voilà pour la synthèse. Je vais maintenant vous présenter rapidement nos prochains temps 2025 de Voix de Pionnier et de nos clubs. Donc, les prochains Voix de Pionnier, on en a un le 11 juillet en format un peu spécial, avec une durée un peu plus longue que la durée habituelle, avec une thématique, le numérique responsable, avec 3 témoins cette fois-ci, et donc plusieurs intervieweurs. On viendra vraiment challenger cet outil numérique que nous avons au quotidien, enfin cet environnement numérique que nous avons au quotidien dans nos travaux et sa compatibilité dans une trajectoire responsable et durable. Nous aurons Manutan Collect, Nouvelle-Aquitaine en septembre avec Sébastien. Bazar Ameublement en Normandie le 3 octobre et Xarvio BSF Auvergne-Rhône-Alpes en décembre. Donc, n'hésitez pas aussi à flasher les QR codes que vous avez à droite pour retrouver l'ensemble des replays. Vous avez ici l'actualité des clubs. Alors, je ne sais pas s'il y a des représentants de Rhône-Alpes, Occitanie. J'ai vu Île-de-France. Donc, si Stéphanie, tu veux nous parler de la date du 24 juin. Oui, bah c'est. Ouais, ah bah, du coup, je prends juste 2 minutes. Nous, on a une fresque à Paris, la fresque de la transition économique qui permet de découvrir un certain nombre de sujets en lien avec l'EFC, avec notamment, on a une carte opaline dans cette fresque. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Et c'est ouvert, mais c'est à Paris, mais c'est ouvert à tous. Très bien. Donc nous, en Centre-Val de Loire, on a 2 ateliers que nous animons le 1er juillet et le 8 juillet. Le 1er juillet à Chartres en partenariat avec l'ADEME sur des trajectoires de dirigeants d'entreprise et le 8 juillet à Orléans aussi un sujet de fresque. Isabelle, tu confirmes? Voilà. Nouvelle-Aquitaine, Sébastien, tu es là pour nous parler et nous demander de noter dans nos agendas les universités les 20 et 21 novembre à Bordeaux. On a passé le relais à Bordeaux, donc Quand même. je le vois pas, Sébastien. Oui. Vas-y, Sébastien. Oui, tout à fait. Et du coup, effectivement, les universités de l'EFC à Bordeaux cette année, les 20 et 21 novembre, et on devrait lancer la billetterie au mois de juillet. Donc, restez alerte. On en reparlera au prochain Voix de Pionnier.
Et Maxime, vos actualités en Hauts-de-France? Ouais, en fait, il y a des ateliers mensuels qui est le format le plus facile à partager puisqu'il est ouvert à tous et il traite en fait d'une thématique à chaque fois, à chaque session et celle-ci le 1er juillet de 13h à 14h, c'est toujours par visioconférence, c'est pour ça que je vous le flèche. Euh, Ce sera l'idée de pouvoir lire des extraits de l'ouvrage Économie poétique. Vous en avez déjà a priori tous ou pas d'ailleurs entendu parler, c'est Romain Domicy, un économiste très branché UFC, et un poète qui ont commis, j'ai envie de dire, un ouvrage ensemble. Et donc l'économie et la poésie se parlent, notamment à travers l'observation de 10 adhérents du Club Noé. Euh, on va lire des extraits et en discuter tout bêtement, de 13h à 14h, le temps du café. Super. Mhm. Merci, Maxime. Donc, vous avez aussi des parcours auprès de vos clubs sur les territoires, donc n'hésitez pas. Actuellement, il y a aussi 2 dispositifs de financement grâce à l'ADEME pour accompagner des diagnostics et des mises en place de démarches EFC dans les entreprises. Donc, rapprochez-vous de vos clubs. On ne sait pas si ces financements existeront toujours en 2026, donc profitons de cette enveloppe budgétaire pour soutenir les trajectoires. Et dernière information, nous nous retrouvons animateurs de clubs et animateurs des Voix de pionnier en juillet pour continuer à faire évoluer le dispositif. Donc, si vous avez des envies, des remarques, des propositions à nous faire sur le format, sur des témoins, sur ce que vous attendez d'y apprendre, eh ben, n'hésitez pas, un petit mail à Colline, qui est notre point d'entrée générique, pour nous faire remonter vos envies, vos attendus sur le sujet pour qu'on soit toujours à cette proximité d'effets utiles pour vous sur ce sujet. Il est 10 heures. Je remercie Maxime et Thierry pour leur présence et leur témoignage sincère ce matin. Et nous vous souhaitons tous une bonne journée. Merci. Bonne Bonne journée à journée. tous. Bonne journée à tous.